Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers amis, mes chers collègues, moi, contrairement à l'orateur précédent, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'agresser la religion catholique pour justifier un vote contre la burqa. Et je dirais que c'est même une faute que vous avez commise, Monsieur Bataille. Surtout quand votre président de groupe, je le cite, indiquait « Je ferai en sorte de ne pas faire obstacle au vote d'une loi sur la burqa, sinon les Français ne comprendraient pas notre position. » Je pense qu'ils comprennent encore moins bien celle de M. Bataille. Bref. En tout cas, après avoir tenu de tels propos de bon sens, je parle de M. Hérault pour sa formule, une fois n'est pas coutume, on peut le dire, le président Hérault ne doit pas s'arrêter à mi-chemin, sauf si évidemment il ne s'agit, comme l'a démontré avec beaucoup d'acharnement, c'est vrai notre collègue Glavany, que d'une posture purement politicienne, visant seulement à éviter le vote d'un texte consensuel, mais proposé par l'UMP, péché, c'est à le dire, irrémissible. Cachez donc ce sein que je ne saurais voir. En la matière, l'abstention, comme le PPV d'ailleurs, est même moins compréhensible qu'une opposition pure et simple. Car cela donne l'impression que vous tergiversez, pire que vous transigez sur des principes. Ce n'est pas tenable, et cela d'ailleurs affaiblit la position de tous les républicains que nous sommes, la position de tous ceux qui luttent contre les intégrismes. Comment peut-on s'abstenir sur une question qui concerne la dignité de la femme, comme l'a très justement rappelé Marie-Louise Faure, le combat contre l'obscurantisme et la défense des règles élémentaires de la République. Alors après avoir voté la résolution, en plus par laquelle nous avons unanimement réaffirmé notre attachement aux valeurs que nous avons tous en partage, et condamné la pratique du port du voile intégral comme contraire aux valeurs de la République, vous avez fini par convenir vous aussi de la nécessité d'une loi, reconnaissant ainsi, comme le président de la République, que la France est un pays où il n'y a pas de place pour la burqa, pour l'asservissement de la femme, sous aucun prétexte, sous aucune condition et dans aucune circonstance. Une interdiction partielle, selon les circonstances et les lieux, outre le fait qu'elle soit impraticable, constituerait bien sûr une réponse insuffisante, indirecte au problème posé, celui tout simplement du respect de notre pacte social républicain. Et même si moins de 2000 femmes portent la burqa dans notre pays, il ne s'agit évidemment pas d'une question de nombre, mais bien d'une question de principe. Alors, il nous faut aujourd'hui aller plus loin pour adopter, oui, une loi de concorde républicaine. J'espère que c'est encore possible, la France en a besoin. Certes, il nous a fallu beaucoup de discussions pour en arriver à vous abstenir, mais déjà plusieurs d'entre vous ont annoncé qu'ils voteraient cette loi. Et même l'Espagne de Zapatero s'engage dans cette voie. Plusieurs de vos amendements, et non des moindres, ont été adoptés en commission, notamment ceux présentés par M. Glavany. Qui plus est, le gouvernement n'a pas déclaré l'urgence sur ce texte, si bien que le Parlement peut en débattre pleinement. Dès lors, il reste à nous accorder sur la portée de cette loi. D'un point de vue juridique, les fondements de cette loi me paraissent plus solides que d'aucuns le prétendent. Ils reposent, oui, sur la notion d'ordre public, et en particulier, cela a été dit avant moi, dans sa dimension immatérielle, entendue comme un socle d'exigences fondamentales dont le législateur doit définir les contours. Déjà, le Conseil constitutionnel, dans deux décisions, et même le Conseil d'État, dans l'arrêt Morsan-sur-Orge, ont reconnu qu'une mesure visant une atteinte à l'ordre public social peut être de portée générale et absolue. Gardons-nous, mes chers collègues, d'une interprétation erronée de l'avis du Conseil d'État, rendu bien sûr en l'état du droit existant, alors qu'il nous revient, nul ne peut le contester, d'écrire le droit de demain, d'autant mieux reconnu d'ailleurs que nous serons unanimes, et d'établir ainsi les limites des quelques règles sans lesquelles la vie sociale est impossible, impraticable, et je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Parmi ces règles, et là il y a une unanimité, il y a l'obligation d'être physiquement identifiable dans l'espace public, car, comme vous l'avez dit Madame le garde des Sceaux, la République se vit à visage découvert. De plus, et puisqu'il s'agit avant tout de faire respecter les principes républicains, il est essentiel de les rappeler à tous ceux qui les enfreignent. C'est là la seconde caractéristique de ce texte qui fait une large place à la pédagogie, ainsi que le démontre son entrée en vigueur différée de 6 mois, l'obligation d'effectuer un stage de citoyenneté. Il est d'ailleurs primordial à ce sujet de garantir que les modules de formation seront adaptés aux populations visées, comme les personnels chargés de les encadrer, et que des consignes très précises seront données à tous ceux chargés de l'application de cette loi. Alors mes chers collègues, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est la défense d'un de nos principes républicains fondateurs qui s'est incarné de différentes manières
depuis la Révolution française. On l'a appelé la société dans la Déclaration des droits de l'homme, on lui donna le mot de fraternité en 1848, de moralité publique au début du XXe siècle et plus récemment celui du vivre ensemble, dont il nous appartient aujourd'hui, comme nos prédécesseurs l'ont fait hier, d'en définir les contours. Cette définition de l'intérêt général aura d'autant plus de force qu'elle sera, en la circonstance, adoptée à l'unanimité, ou au moins à la plus grande majorité, chacun d'entre nous portant aujourd'hui cette responsabilité devant l'histoire. Merci. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Paul Langevin. Très bien, Philippe. Monsieur le Président, Madame la Ministre,